Le 17 septembre 1966 arrive à la télévision une série qui va devenir emblématique de l'époque et de l'espionnage, Mission Impossible, créée par Bruce Geller et inspirée du film Topkapi de Jules Dassin. Elle durera jusqu'en 1973 et aura même une suite, Mission Impossible 20 ans après, sur seulement 2 saisons de 1988 à 1990. Good morning, Mr. Phelps. The man you're looking at is Alexander Golitsyn, attaché at our embassy in Prague. L'intrigue est plutôt simple. Jim Phelps prend connaissance de la mission, il choisit ses agents, en général toujours les mêmes, sauf si extrême spécialité, prépare le plan de façon plus que minutieuse et se retrouve souvent dans des situations non prévues. Dans la série d'origine et première saison, c'est Dan Brinks, joué par Stephen Hill, qui est le chef de ce groupe d'espions qui risquent leur vie sans possibilité de revenir chez eux s'ils sont arrêtés ou ne pas être reconnus comme tués si cela arrive durant cette mission. Jim Phelps leur remplace dès la seconde saison, joué par Peter Graves. Et le reste de son équipe sera constitué d'un homme capable de jouer plusieurs rôles maquillés et joué par Martin Landau en Rolling End, puis Leonard Nimoy en Paris, une femme séduisante comme Barbara Bain en Cinnamon Carter, Greg Morris en Barney Collier, le roi du gadget, et Peter Le Puce en Willie Armitage, l'homme fort de l'équipe. Plusieurs Emmy et Golden Globe récompenseront la série qui n'attendait qu'une mèche allumée pour arriver au cinéma. Il va falloir attendre quand même plusieurs années et le projet va être développé par une jeune maison de production qui vient d'être fondée par Tom Cruise et son ancien agent de l'époque, Paula Wagner, la Cruise Wagner Productions. I remember Tom called me and he said, I've always loved Mission Impossible. I'm a huge fan. You know, as a kid, you think, oh, you know, it's just a lot of fun. Ciné-Polak est envisagé pour adapter la série en tant que réalisateur, avec qui Cruise vient de tourner La Firme, mais le réalisateur se désintéresse du projet et part tourner Sabrina. Et c'est Tom Cruise qui va décider d'aller chercher le grand Brian De Palma qui a besoin d'un succès après ses derniers films qui sont au mieux des semi-échecs comme Outrage, Le bûcher des vanités qui lui est un bide, L'esprit de Caïn qui ne marche pas et L'Impasse pareil qui est un semi-échec. And now we need a director to help us, fulfill this. You know, I was really excited when Brian said he wanted to direct this movie. De plus, son divorce ont mis le bonhomme en PLS et son dernier succès est le film Les Incorruptibles. You know, an opportunity to work with him and see what kind of movie he made with this was very exciting for me. You're creating 20,000 things that they've got to overcome, and everything, of course, goes according to schedule. De Palma, lui, rêve de réaliser un film d'espionnage en Europe et le résultat va dépasser les fantasmes les plus fous. Obviously, the physical production was challenging. You had a huge international canvas to set your pieces in action on. Avec son casting, une équipe technique aux petits oignons, le film est explosif, c'est le moins que l'on puisse dire, malgré un accueil plutôt gelé de la part des fans les plus hardcore, mais pas votre serviteur qui jubile lui comme jamais. Je mange d'ailleurs avec Christophe Gans à Paris qui revient juste des États-Unis et me vante les qualités du film en insistant, bien sûr pour lui, sur le fait que c'était le grand retour du réalisateur De Palma. Jack, we're in position. Open the doors and let the package roll. Roger that. Opening doors now. Steve Zahn, connu pour son scénario de la liste Schindler de Steven Spielberg, donne un traitement d'une douzaine de pages et c'est David Koepp qui va donner les scénarios des 2 premiers Jurassic Park qui va écrire cette histoire réussie et dont les personnages seront étoffés par le grand Robert Towne, l'homme derrière les histoires de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, Chinatown de Roman Polanski, Yakuza de Sidney Pollack, Greystock de Hugh Hudson et La Firme de Sidney Pollack, rien que ça et tant d'autres. What's fascinating about the show was that it was all about what kind of con game, what kind of misdirection are we going to create?
Why was there another team? What? I don't quite follow you. We'll see if you can follow me around the room. Alors oui, je sais, en début de mois, vous attendez votre chronique James Bond seulement. Arrivant bientôt à la fin des films, je me suis dit que j'allais alterner les deux sagas dans l'ordre chronologique. Vous retrouverez votre 007 le mois prochain, et comme Bond, les extraits pour cette saga seront en VO, mais là parce que les voix changent en fonction des films. We're going to do it. Un film Mission Impossible, donc une adaptation. On commence par une mission qui apparemment peut tourner mal avec un agent, Emilio Estevez non crédité au générique, qui regarde un interrogatoire via une mini-télévision. Apparemment, les agents sont stressés car à la seconde près, ils doivent injecter un antidote à leur collègue Claire, morte pour quelques minutes avant qu'elle ne décède pour de bon. La mission réussit et le générique commence avec le plaisir d'y voir, comme dans la série d'origine, des plans rapides de tout le film sous le thème furieux et très bien arrangé de l'hallochifrine par Danny Elfman. On y retrouve donc Jim Phelps, joué ici par Jon Voight, qui va recevoir son nouvel ordre de mission. Le plan s'exécute et là tourne mal. L'équipe entière est exterminée et seul Ethan Hunt s'en sort, condamné à fuir, ses supérieurs le pensant responsable de cet acte odieux. My team is dead! Tuer le père d'entrée de jeu est une très bonne idée. Cela fait passer la série du petit au grand écran, comme sur le plan d'ouverture avec son minuscule écran passant à l'écran large. Et nous donne la transition idéale pour le changement de média. Une course-poursuite folle, un homme qui va devoir se sortir de ce guêpier, aidé en cela par des agents désavoués par l'agence. La série est donc cassée par un film qui en prend la façon de faire tout en brisant l'idée de départ, ce qui sera remis en place bien sûr dès le troisième volet. Le film parfait pour une transition faite par un seul personnage, ce qui va encore une fois attiser la colère des fans, n'y voyant qu'un sous-James Bond caché sous le titre d'une série et un acteur tirant la couverture à lui. I just thought it could be a lot of fun playing this guy. I mean, a guy who speaks many different languages, can assume many different identities, a character that uses his wits to get out of situations and force if it need be. Simple game. 4 players. Exfil opens the pocket. Bon, je leur accorde que sur le deuxième volet, c'est le cas, mais ici, point du tout. People would say, you know, TV series, why would you do that? And my response is, it doesn't matter what the source material is. What matters is the finished product. Une colère donc chez les plus grands fans, surtout sur le final, puisqu'à défaut pour certains de tuer le père, on le fait devenir un traître, avide et vicieux, un homme qui n'a rien à voir avec le personnage des épisodes de la série télé. You know, my Jim Phelps borrows something from the original, and then the new one takes its shape in the pieces, like the birth of a new team. Bref, un film qui révèle une identité qui lui est propre. Cruise et De Palma font de ce film le leur, n'en déplaise aux fans effectivement, mais au bon goût de ce que la série a de meilleur. Il ne faut pas oublier que De Palma est un esthète, un grand cinéaste qui va décider de parsemer le film de très gros plans et qui connaît le langage cinématographique comme personne sur des scènes qui restent en tête. Par exemple la scène folle où Phelps réapparaît devant un Ethan Hunt effaré. You're a hard man to catch up with. Qui va raconter ce qui est arrivé alors que De Palma lui nous montre ce que comprend Tom Cruise, un moment inoubliable. I love this sequence. It's one of my favorites in Mission 1 because Jon Voight is sitting there thinking he's pulling one over on Tom or Ethan Hunt. First you took out Jack. When in fact, Ethan Hunt's figured the whole thing out and is pulling one over on Jon Voight. No, he could have done it himself. That the hero realizes that his mentor and longtime friend that he's trusted more than anybody else has utterly turned.
Un autre grand moment, bien sûr, la scène de suspense folle dans la salle des ordinateurs où l'absence de son nous empêche carrément de respirer. It's a tremendous amount of muscle control. To be honest with you, everything on that film, I think that was the hardest he worked on the film, was just doing that, because, you know, coming down all that way upside down, hanging there through the whole shot upside down and doing the turnover. And he worked so hard keeping the balance. That was very difficult, actually, because you're hanging upside down for a long period of time. I don't know if you've ever done that. You know, it can make people nauseous. But the most difficult part of that is there was a point where I dropped down. And it was all done by hand and weights. He just had two guys on there that, you know, feeding him up and feeding him down, just stopping. We had all little marks on it, you know, so when we dropped, it had it tied off to a mark, so it dropped and it was there each time. Now that looks effortless, but that was a really difficult stunt. And if you drop him too far down, that's not good, because he was coming fast down. If you drop him too high up, it's not as dangerous. So finding the perfect blend there is challenging, and that, I think, is one of the hardest stunts that Tom's done. Merci. La scène du restaurant et Kittredge reste aussi de ces moments inoubliables où le suspense monte en pression. I can understand you're very upset. Kittredge, you've never seen me very upset. Et n'oublions pas, bien sûr, ce final ultra spectaculaire que certains critiquent parce que l'Eurostar Fierté de la Nation ne peut croiser un autre train et que les câbles sont inexistants, ce que moi j'appelle du cinéma, quoi. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? D'autant qu'ILM aux effets spéciaux font tellement mieux que beaucoup d'autres films de l'époque. Sur ce film, De Palma va jouir d'une liberté sans égale sur un gros film comme celui-ci. Cruise et Wagner sont persuadés du succès du film, et bien que parfois les deux hommes s'accrochent, ils vont toujours finir par trouver une solution et se comprendre. De Palma n'hésitera pas à refaire plusieurs scènes, étant toujours très minutieux, et va nous délivrer, comme à son habitude, un film au suspense hitchcockien du plus bel effet. La scène de l'ambassade, par exemple, où les rôles de serviteurs et invités sont discrètement mis en arrière. The couple waltzing around me at the embassy at 9 and 11. The waiter standing behind Hannah at the top of the stairs. Pour bien nous montrer plus tard, dans une autre scène, mais vue d'un autre point de vue, que d'autres agents sont là, habiles et invisibles. Bow tie, 12 o'clock. The other IMF team. You're worried about me. Why? Il engage à la photographie Stephen Ashburn, dont on a vu le travail sur L'Emprise signé J. Fury, La Foire des Ténèbres de Jack Clayton dont j'avais parlé, et des Coppola comme Outsiders, Rusty James, Body Double. Puis chez De Palma, ce seront Les Incorruptibles, Outrage, L'Esprit de Caïn, L'Impasse, Snake Eyes et Mission to Mars. Your advance team mentioned that you'd like a tour of the facility, so I've got... Borum sera emmerdé dès la scène de l'ambassade américaine, dont le tournage a lieu dans une bâtisse de l'Art Nouveau où même un simple clou ne peut être planté. Ce seront donc des ballons gonflés à l'hélium d'une entreprise française qui doivent être utilisés pour faire la lumière, mais ces derniers Français ne veulent pas retravailler leurs ballons pour être plus puissants. Lee Electrics en Angleterre le fera lui sans problème et les ballons seront utilisés sur chaque site historique. Reste que pour un budget de 75 à 80 millions de dollars, c'est un peu flou selon les sources. Le film va rapporter 457 millions et 731 000 dollars avec plus de 4 millions d'entrées en France. Un carton mondial. Même les cahiers du cinéma le classeront à la 8e place des films de l'année. Les
les effets spéciaux d'ILM et Cinecite et les maquillages de Rob Bottin, absolument parfaits tout au long du film, vont poser un sérieux problème à De Palma puisqu'ils s'étendent tellement sur le temps, jusqu'au printemps 96, tant que le réalisateur, lui, trouve interminable. Il n'a pas l'habitude de films à gros effets comme celui-ci, et ils sont réalisés au ranch Skywalker par la société de George Lucas, donc Industrial Light and Magic. Certains effets sont absolument d'ailleurs invisibles grâce à la collaboration des effets optiques et masques de maquillage. On va par exemple filmer John Voight en Jim Phelps, puis Tom Cruise en levant le masque de Rob Bottin, et c'est un effet de morphing qui va lier les deux, carrément invisibles. La scène du train n'est absolument pas prévue au départ, puisque le film, sur le scénario original, se terminait dans la soute à bagages. L'impasse se terminant par une course-poursuite haletante, De Palma suggère de faire de même sur le toit d'un train fonçant à plus de 300 à l'heure. Tom Cruise renonce à son salaire pour pouvoir tourner la scène, mais demande un 15% sur les recettes. Pas con. Bon, les mordus de l'Eurostar donc crient au scandale, effectivement il y a beaucoup d'erreurs à noter, mais c'est du cinéma et bouder son plaisir devant ce spectacle absolu serait bien triste. Six semaines de tournage à Pinewood avec une réplique de la motrice arrière et un wagon sur fond bleu. ILM donc fait le train pendant que Cinecite incruste derrière les paysages et les reflets sur les vitres. À l'époque c'est une chose rare. ILM va donc faire le train et le tunnel sur la fin et un ventilateur surpuissant dont les parachutistes se servent pour s'entraîner va envoyer dans la tronche des acteurs un souffle impressionnant pour que la vitesse du train soit du meilleur effet. Le ventilateur, lui, reste à l'extérieur, trop gros pour entrer, et des tubes vont partir de ce dernier pour arriver directement sur la tête de Tom. L'acteur doit s'accrocher comme jamais sous peine d'être soulevé comme une feuille et partir quelques mètres plus loin. Les ordinateurs ou images sur écran seront créés en partenariat avec Apple, préprogrammés, et les comédiens, eux, lancent les séquences. Pour les effets optiques, ILM va s'occuper de toute la séquence finale sur le toit du train, donc le train en lui-même, ainsi que de certains extérieurs, et Cinecite des intérieurs. Ce sont ces derniers qui vont être intégrés très discrètement les reflets des paysages qui défilent sur les reflets des fenêtres du train, soit 4 minutes et demie de trucage ininterrompu. Les images peuvent être utilisées et ainsi placées dans n'importe quel angle avec le procédé VistaVision. Ils s'occuperont de quelques trucages sur écran et moniteur afin d'obtenir une meilleure image que celle d'origine. Chez ILM, c'est bien sûr le grand John Knoll qui va superviser les effets optiques, Knoll étant connu pour être un des auteurs du logiciel de retouche d'image Photoshop. Le défi l'intéresse malgré une réécriture de la scène finale très en retard. Il est très au fait que le train du film n'a rien à voir avec l'Eurostar, mais comprend que le cinéma est par essence un fantasme et peut s'octroyer le droit de ne pas être réaliste sur les objets ou véhicules autorisés. Après tout, l'Aston Martin dans la vraie vie n'a rien à voir avec celle de James Bond et ne peut jamais faire ce que les films lui imposent. De plus, il était impossible de tourner avec un vrai train, la SNCF n'étant pas très positive dans les négociations. Ce sera donc une réplique animée en 3D entièrement en CGI et incrustée sur les rails. Le logiciel Alias est utilisé pour modéliser l'engin et animer dans Softimage. Une fois le train intégré, il n'y a plus qu'à faire pareil avec l'hélicoptère piloté par Krieger. Jean Reno sera incrusté dedans. Le tunnel aussi sera recréé en CGI, lumière comprise, et pour le final sur l'hélico, les deux acteurs sont sur des patins et tout est ajouté derrière en effet. L'explosion d'ailleurs de cet hélicoptère sera celle d'une maquette au 1/8 et le tout tourné à une vitesse de 80 km/h, maquette de train pour le coup y compris. Un moment très étonnant et un tournant dans l'histoire des effets spéciaux.
Tom Cruise est donc le héros de cette histoire. Certes, la caméra est braquée sur lui, omniprésent, et ce sera le cas comme depuis Top Gun, devant et derrière la caméra. Il est ici à la fois maître du plan et spécialiste du maquillage comme Rollin Hand avant lui. Il va effectuer, à la demande du réalisateur, une des cascades les plus folles du film avec cet aquarium à Prague qui explose au-dessus de l'acteur et que le cascadeur ne peut réaliser, la caméra étant face à lui. Tom dit à De Palma qu'il n'est qu'un acteur, mais le réalisateur lui rétorque « fais-le ». Cruise va donc bondir comme jamais, 16 000 litres d'eau derrière lui, et c'est le cascadeur qui courra pour le plan de dos par sécurité. Because the weight of the water, the framework around where he was going through was solid steel, so we had to be so precise in the way he went through that window. I think it was probably one of the most rehearsed jobs I ever done on a picture. You know, he's sitting there waiting to get through this glass plate with this right above him, this, you know, tons of water that's going to come cascading down from above him and behind him. Enough to literally, you know, wash you into next week. At the restaurant was at Palmer Studios. So what happened is that they blew the tank out behind me first. So you hear 1, 2, then, and on 2, the tank behind me blew out, and then 3. So it took everything in my power to stay there for 3. It was an epic thing, and Tom's timing had to be perfection. I was nervous. Guy came up to me, you know, he said, look, you know, I'm gonna count to 3. He said, don't go on 3.5. He said, I'll be watching you, but I'm gonna count to 3, and on 3, that's when I'm gonna do it, okay? And I said, hold it. 1, 2, 3, go, or 1, 2, go. Cruise sort du succès d'Entretien avec un vampire dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et va enquiller Jerry Maguire, le très bon film de Cameron Crowe, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et le Magnolia de Paul Thomas Anderson avant de retrouver le personnage Ethan Hunt sur le Mission Impossible 2 de John Woo. C'est ici le grand Patrick Poivet qui le double, toujours parfait depuis Top Gun, avant que le sombre Ivan Attal ne vienne tout gâcher sur 4 films entre 1999 et 2002. Poivet reviendra sur Magnolia et Goldmember pour une petite scène, et c'est Jean-Philippe Puy-Martin qui prendra la suite sur cette voix pour Tom Cruise. Emmanuel Béard est donc clair, les personnages féminins étant importants dans la série, et est choisi par le réalisateur qui veut une actrice française ou italienne. Pour lui, Béard est celle qui est la meilleure, c'est le réalisateur Régis Varnier qui va lui présenter. Un bout d'essai avec Cruise fonctionne, mais pour De Palma, ça fonctionne beaucoup moins durant le film et le tournage, et beaucoup de scènes entre les deux protagonistes seront coupées au montage. No one sent me. No one sent me. We were supposed to be back here at 4 o'clock. La liaison qui était prévue entre les deux sera même abandonnée. Et c'est elle-même, bien sûr, qui se double ici. Excuse me, Mr. Hunt. L'homme fort, le Willy de la série, est ici interprété par Jean Reno dans le rôle de Franz Krieger, donc un agent désavoué aussi. De Palma s'entend bien avec l'homme et le choisit après l'avoir vu dans Le Dernier Combat et Le Gland Bleu, d'un réalisateur français aujourd'hui oublié, je pense, je ne sais pas, je ne sais plus. Zero body count. We'll see. De Palma explique le personnage en une phrase: tu es français, tu fumes. Reno trouvant Krieger bourru comme lui-même, le jouer ne sera pas compliqué. Krieger. Ta gueule. Oh, you mean this? Jean Reno sort du film Le Jaguar de Francis Weber et va s'engager sur Un amour de sorcière de René Manzor, et c'est lui-même qui se double aussi ici. The only man alive who actually hacked NATO Ghostcom. There was never any physical evidence that I had anything to do with that. Luther Stickle est joué par Ving Rhames, le spécialiste de l'électronique et des gadgets comme Barney Collier avant lui. Son personnage devait décéder, mais l'acteur va demander à s'en sortir et joue depuis dans tous les épisodes de la saga. With that exceptional piece of work.
Il est bien sûr connu pour son rôle du mafieux Marcellus Wallace du Pulp Fiction de Quentin Tarantino, mais aussi Outrage de De Palma, Hors d'Athènes de Soderbergh, Le sous-sol de la peur de Wes Craven, L'Armée des morts de Zack Snyder et Les Missions Impossibles bien sûr. Jacques Martial est son comédien de doublage ici. Here's the plot. Ethan, you're going into the embassy in character. Hide in plain sight, highest possible profile. Jim Phelps donc est interprété par Jon Voight après le refus de l'acteur de la série Peter Graves de reprendre son rôle, jugeant que son personnage avait été perverti et ne correspondait absolument pas à ce qu'il avait joué si longtemps. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, Ethan. Brian De Palma va décider d'aller chercher Voight qu'il connaît depuis un moment et qu'il apprécie. Pour Peter Graves, c'est un très bon film d'action, mais un très mauvais Mission Impossible. Mais comment pourrait-il penser le contraire, vu que le personnage qu'il a incarné tant de temps à l'écran devient un traître et le méchant du film. Jon Voight sort du Hit de Michael Mann et va s'engager sur le Anaconda juste derrière de Luis Lozza, un acteur donc au choix variable et parfois en surjeu, mais ici parfait. Mr. Phelps. C'est le grand Claude Giraud qui le double ici, comme Robert Redford, Tommy Lee Jones, Alan Rickman et Harrison Ford en Indiana Jones dans le premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue, et le même rôle dans la seule apparition de l'acteur dans la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Hunt, what do you need for a pinpoint? We've been watching a little TV. Henry Czerny est un acteur canadien qui joue souvent les fonctionnaires peu sympathiques. Ici, il est Eugene Kittredge, rôle qu'il va reprendre dans Mission Impossible Dead Reckoning de 2023 et que l'on avait vu en Reader dans Le danger immédiat de Philip Noyce d'après Tom Clancy. How long to the London terminus? 25 minutes. You've got 10 minutes, move! Il poursuit Tom Cruise durant tout le film et essaie même de faire pression sur le bonhomme en emprisonnant sa famille. Un beau salopard. It's easy to say the disc is worthless when you say I can't look at the information and... Max est joué par la merveilleuse Vanessa Redgrave, à la beauté envoûtée et tout en élégance. Dans les premiers scénarios, Max est un homme et c'est Cruise, très ami avec l'actrice, qui va demander est-ce qu'elle ait un rôle, ce que le Brian acceptera de suite, étant fan aussi de cette superbe comédienne. So far, so good. Not so good for you, my friend. Doesn't mean it's a signal. Could just be the hard drive heating up. Blow Up d'Antonioni, Les Diables de Ken Russell, un Oscar pour Julia de Zinman, Mary Stuart, Reine d'Écosse de Charles Jarrott, Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet ou Retour à Howard's End de James Ivory ne sont qu'un dixième des films dont elle a eu un rôle. Sorry I doubted you, dear boy. You are a good sport. Thanks, Max. Elle est ici absolument délicieuse dans son rôle de marchand d'armes. Tell me, Senator, do you not have someone on your staff named Jack? Christine Scott Thomas, toujours absolument superbe, dans le rôle beaucoup trop court de Sarah Davis. Elle parle un français parfait et presque sans accent, assure elle-même le doublage de sa voix en français dans les rôles qu'elle tient initialement en anglais. Elle commence avec Prince dans son Under the Cherry Moon et les rôles vont s'accumuler jusqu'à la révélation 4 mariages et un enterrement de Maggie Newell dont elle obtiendra un BAFTA, puis Le patient anglais d'Anthony Minghella, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford et tant d'autres. Ingeborga Dapkūnaitė, merci d'avoir un nom aussi facile à prononcer, est une actrice lituanienne qui joue ici un des agents qui trouvera malheureusement la mort dans le début du film, puisqu'elle fait partie de l'équipe qui se fait dessouder. On la reverra dans Ces temps au Tibet de Jean-Jacques Hano ou Hannibal Lecter, Les origines du mal de Peter Weber. Excuse me. Can I trouble you for a match? Andreas Wisniewski est le garde du corps de Max qui va reprendre son rôle dans Ghost Protocol et que l'on a vu en Nécrose dans Tuer n'est pas joué de John Glenn ou Tony dans Piège de cristal de John McTiernan. Pierre Tessier le double ici. Look, we can use somebody at the embassy, involve the local authorities. We can cut off his transportation. What can we do, Barnes? Del Dye et Frank Barnes, le lieutenant de Kittredge, ancien militaire américain ayant servi entre autres au Vietnam et au Liban, devenu par la suite conseiller technique pour le cinéma, acteur et auteur notamment sur Platoon d'Oliver Stone, Outrage de De Palma, Band of Brothers, produit par Spielberg et Tom Hanks, et Il faut sauver le soldat Ryan de Tonton Steven. Il fait même souvent l'acteur de temps en temps comme ici. Stick a gum, right? No. No. Red light, green light. Et enfin,
Emilio Estevez joue le spécialiste de l'électronique en début de film, Jack Harmon, qui va mourir dans un ascenseur avec une gadget dont on ne sait ce qu'il fout sous ce dernier. Il est le fils de Martin Sheen, beaucoup de rôles, et ici un caméo qui est non crédité, on ne sait pas pourquoi. C'est Serge Fallu qui le double ici. Et c'est donc Danny Elfman qui va occuper la place privilégiée de jouer avec les codes et thèmes du grand Lalo Schifrin qui avait excellé sur la série. Alan Silvestri est prévu au départ, mais sa musique qui en touche une sans bouger l'autre à tout mélomane, qui se respecte, est loin d'atteindre les sommets demandés, d'autant qu'il n'en fait qu'à sa tête sans écouter les demandes du réalisateur et des producteurs, notamment Tom Cruise qui déteste cette composition. 2 CD vont sortir à l'époque, l'un avec les chansons du film dont certaines inspirées par le film mais qui ne sont pas du tout dans le métrage, et un CD chez Point Music où une partie de la musique de Danny Elfman est dessus. A noter un remix sur le premier CD écrit par 2 membres de U2, Adam Clayton et Larry Mullen, qui obtiendra un joli succès en radio. Le thème est donc repris par Danny Elfman avec une virtuosité et une clarté sans pareil, ainsi que le second thème, The Plot. On pourrait penser à l'époque, vu qu'il ne travaille presque exclusivement qu'avec Tim Burton, que la collaboration sur le film pourrait sembler bien atypique. Et pourtant, ce sera une de ses dernières vraies grandes compositions originales, une de celles qui compte. Il est ici dans son élément, les morceaux explosent à plein régime tout en étant gracieux dans les scènes de suspense, jouant des notes comme De Palma jouait avec les images. Roulement de caisse claire, cordes sombres et tragiques, avec parfois chœur féminin en plus, et musique qui s'imprègne de l'univers, nous sommes loin d'être déçus. Reste que l'ambiance musicale des 60s, elle, est bien là, omniprésente même, et excellemment bien modernisée. Une orchestration authentique où les cuivres se mélangent aux effets électroniques pour certaines percussions, et comme souvent chez le compositeur, l'on pense à Bernard Herrmann, comme l'on pense à Hitchcock chez Brian De Palma. Enough is enough. You have bribed, cajoled and killed, and you have done it using loyalties on the inside. Danny Elfman va donc exceller ici, et le score complet ressortira chez La La Land en 2019. Il était temps, on a failli attendre. Le compositeur va jouer avec les images et nous-mêmes, nous sortant une musique presque romantique sur la mort des héros de l'IMF en début de film, complètement à contre-courant, et ce qui donne un effet saisissant. Chaque section de l'orchestre est utilisée à son meilleur, épurée d'un côté et partant sur des passages d'action stressants, tout en accélérant jusqu'au retour du thème génialissime de Schifrin sur un green light, red light digne d'un G bandé production. Un travail rare, unique, jubilatoire et comme le film décomplexé. Rares sont les adaptations de séries télévisées réussies, celle-ci pour moi l'est et donnera à un film près une des meilleures sagas cinématographiques de ces dernières années. En 1997, Infogrames sortira un jeu sur Nintendo 64 qui ne sortira sur PlayStation qu'en 1999. Where they put you up this time? The Plaza? Drake Hotel, Chicago. Bien sûr, les anti-Tom Cruise beuglent sans réfléchir, on peut pardonner des viols par des cinéastes, mais être un membre de la Scientologie est impardonnable. Les fous de la série crient à la haute trahison alors que rien n'y est justement plus fidèle sur le fond, et il faudra du temps pour que ce premier volet soit réhabilité. De Palma est sur un blockbuster, donc loin d'un film personnel, mais bordel de merde, quel bonheur de le voir s'éclater et s'amuser en relevant tous les défis. Il fallait quelqu'un de la stature de Tom Cruise et un réalisateur au talent évident pour mettre au point une si belle adaptation où d'autres avaient déjà échoué en mettre en scène avant eux. Après tout, n'est-il pas le maître du suspense ? Un
juste équilibre, une œuvre rare et réussie, un moment de grâce où déjà à l'époque, les blockbusters sont réalisés à la va-vite, alors qu'ici tout y est réfléchi. Pour Tom Cruise, la série est un mythe, il faut la déconstruire pour mieux rebâtir, et c'est ce que donc quelques personnes lui reprocheront. Fort heureusement, la plupart des gens vont répondre au présent, comme cette année 2023, avec un Dead Reckoning très attendu. Je veux bien concevoir que les films sont plus violents que la série, mais entre 1966 et 1996, le monde a bien changé et aujourd'hui, la réponse se doit d'être à la hauteur de l'impact de ce que l'on reçoit. Un film et une saga à mettre aux côtés d'adaptations tout aussi réussies comme Les Incorruptibles, bien que cette dernière soit plus une adaptation de l'ouvrage d'Eliot Ness, ou Le Fugitif d'Andrew Davis. C'est pour moi un gros 7/6, un film absolu que j'adore et dont cette saga n'aura qu'un gros point faible, le deuxième volet. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, j'attends bien sûr vos commentaires, parce que je ne sais pas du tout ce que vous pensez sur ce premier volet, et nous en débattrons comme d'habitude. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner, c'est gratos, ça ne coûte rien, et je vous dis à bientôt pour du gros lourd. Bye bye. Would you consider the cinema of the Caribbean? Aruba, perhaps?